Cher Thaï, cher Sangha, chères sœurs et frères dans le Dharma, Sœur Luknyam m'a demandé de partager en mémoire de Thaï et je la remercie de m'avoir fait cette proposition. C'est avec beaucoup de joie que j'aimerais partager et honorer la mémoire de notre maître bien-aimé. Je me présente, mon nom est Harvin Thor et mon nom de Dharma est Chandai Thue, vraie grande compréhension. Mon père était vietnamien et ma mère française, mais j'ai grandi en dehors du Vietnam et en 1982, j'ai eu pour la première fois l'occasion de rentrer au Vietnam. C'était peu de temps après la fin de la guerre qui avait fini en 1975 et le Vietnam était encore très pauvre, dévasté par la guerre et beaucoup de gens avaient encore faim. C'était le moment où beaucoup de gens quittaient le Vietnam en bateau. Et ça a été une impression très profonde, très touchante. Et durant ce voyage, j'ai rencontré plusieurs membres de ma famille paternelle, qui avaient été des disciples de Thaï, en particulier un oncle qui était sculpteur et qui sculptait les Bouddhas, et son fils, mon cousin, qui était peintre et qui avait illustré des livres de Thaï du temps où il était au Vietnam. Et ils m'ont demandé si j'avais eu l'occasion de rencontrer leur maître. Et j'étais un peu gêné d'avouer que non seulement je ne l'avais pas rencontré, mais je n'avais même pas encore entendu parler de lui. Et donc, à mon retour en Europe, j'ai écrit une lettre à Sir Chong Kong, qui m'a répondu très très gentiment et qui m'a envoyé le livre de Thaï, Le miracle de la pleine conscience, et m'a invité à venir au village des Pruniers. Il venait juste de déménager au départ de Patates Douces pour venir s'installer au village des Pruniers. Mais ça a pris quelques années avant que j'ai vraiment l'occasion d'y aller. Et avec Lucie, mon épouse, nous sommes donc arrivés au village des Pruniers et je me rappelle encore très vivement du premier enseignement. Thaï parlait d'Avalokitesvara avec 1000 bras pour soulager la souffrance du monde et 1000 yeux pour voir la souffrance du monde. Et en écoutant cet enseignement, j'ai vraiment eu l'impression que jusque-là, ma compréhension de la compassion avait été très superficielle. Et que, en écoutant l'enseignement de Thaï, tout d'un coup, j'avais une expérience très profonde de l'ouverture du cœur. Et je me suis mis à pleurer, non pas de tristesse, mais d'émotion, d'autant plus que Thaï semblait véritablement incarner cette compassion dont il parlait. Et après ce premier enseignement, Sir Chong Kong nous a invités à venir prendre le thé avec Thaï dans son ermitage. Et à l'époque, je pensais que c'était ce qui arrivait à tous ceux qui venaient pour la première fois au village des Pruniers, d'aller prendre le thé avec le maître. Et cette rencontre a été très naturelle, très simple. Nous avons parlé de la famille, puisqu'il connaissait des membres de notre famille. Et Lissy, mon épouse, a aussi un cousin qui avait fait partie des premiers occidentaux à être ordonnés comme moines bouddhistes dans la tradition du zen japonais aux États-Unis. Et il connaissait aussi Thaï, donc nous avions des membres de notre famille qui connaissaient Thaï, que Thaï connaissait. Ça a été tout de suite un rapport très chaleureux et très simple et très naturel. Et j'ai été frappé par ce contraste entre lorsque Thaï enseignait, il était comme un grand maître, un Dharma Raja, un roi du Dharma avec une autorité, une puissance malgré la douceur de sa voix. Et dans les interactions privées, il était si simple, si naturel, si facile d'accès, tellement humble. Et c'était très très touchant d'observer ça. Et de même, au cours des années, j'ai eu l'occasion de voir Thaï dans de multiples circonstances.
Et ce qui m'a frappé, c'est que qu'il soit avec des gens considérés comme puissants ou importants, ou avec des gens tout simples, ou même avec des enfants, à chacun, il accordait la même attention, la même bienveillance, sans faire aucune distinction entre les personnes selon leur rang ou leur importance sociale. Ça a été donc le début d'un lien très profond avec Thaï, avec le village des Pruniers. À l'époque, il y avait très peu de monastiques. Il y avait Sir Chong Kong, Sir Annabelle, Sir Gina, Thai Yak Tan. Je crois que Frère Doji était aussi déjà là, et c'est à peu près tout ce qu'il y avait comme monastique. Et donc Sir Chong Kong et Thai faisaient encore tout eux-mêmes, et tout avait lieu dans le Transformation Hall, vu qu'il n'y avait pas encore les grandes salles du Dharma. Et nous étions moins de 100 participants, donc tout le monde se connaissait, c'était très familial. Et on avait une impression de fraternité, de proximité avec les uns avec les autres. Et ça a été vraiment ma première expérience de la Sangha. C'était une Sangha essentiellement laïque. Et la plupart des participants étaient soit des Vietnamiens, des familles vietnamiennes, beaucoup de réfugiés, et beaucoup d'Américains, pas mal de vétérans qui avaient fait la guerre au Vietnam, et quasiment pas de francophones encore à l'époque. Très très peu. Nous sommes retournés régulièrement au Vietnam parce que suite à cela et encouragés par Thai Sochong Kong, nous avons développé des projets, en particulier pour les enfants vivant en situation de handicap. Nous avons créé la Fondation Eurasia à cette fin. Et ça nous a donné l'occasion de côtoyer les anciens disciples de Thai, avec lesquels nous avons aussi collaboré pour la mise en place de nos projets. Un autre aspect qui m'a toujours frappé et touché dans nos interactions avec Thaï, c'est que à la fois il nous encourageait pour tout ce qu'on faisait et en même temps il nous laissait tout à fait libres. Il nous a jamais dit ce que nous devions faire ou il a jamais rien attendu de nous. Il n'était que dans le soutien et la générosité et l'encouragement. Mais ces enseignements ne se limitaient pas aux enseignements formels du Dharma ou aux méditations. Et lorsqu'on avait l'occasion d'avoir des interactions directes avec lui, c'était aussi souvent l'occasion d'enseignement. Ainsi, je me souviens une fois d'avoir marché avec lui, je crois que c'était à Genève. Il était venu en Suisse pour donner des enseignements et faire une retraite. Et je revenais juste du Vietnam, j'avais été à Théieu, le temple Racine. Thaï à l'époque n'avait pas encore pu retourner au pays. Et je lui racontais tout ce que j'avais vu, les gens que j'avais rencontrés, et je me suis laissé probablement un peu emporter par mon discours. Et nous marchions dans la rue, et Thaï s'est arrêté, a posé sa main sur mon bras, m'a regardé, a souri, et avec son doigt, il a pointé le sol sur lequel nous marchions, et il m'a dit « Théieu, c'est ici ». Et c'était un enseignement très immédiat, très fort, d'être ramené vraiment à ce qui importe, la pleine présence, la pleine conscience dans l'instant présent. Et une autre fois, je crois que c'était à Zurich, Thai et Sir Chong Kong étaient venus pour donner des enseignements et ils habitaient chez une de leurs disciples. À l'époque, ils voyageaient à deux, il n'y avait pas encore un grand groupe de monastiques. Et cette disciple m'avait demandé de venir habiter avec eux pendant ce temps-là parce qu'elle était un peu timide d'être seule avec Thai et Sir Chong Kong. Donc j'étais venu passer quelques jours avec eux. Et un soir, nous mangions ensemble. Et Sir Chong Kong m'a questionné sur les projets que nous faisions au Vietnam avec les enfants. Et j'ai commencé à raconter. Je me suis sûrement laissé un peu emporter par l'enthousiasme. Et à un certain moment, Thaï
s'est arrêté de manger, m'a regardé, a souri et m'a dit tu manges du riz ou tu manges des projets? Et c'était de nouveau un de ce moment de retour à la pleine conscience, avec beaucoup de gentillesse, hein, d'humour, de compassion, mais aussi avec une certaine fermeté. Euh, C'était un enseignement précieux. Plus tard, je suis parti au Bhoutan pour le bonheur national brut, pour diriger le centre du bonheur national brut, donc un paradigme de développement mettant le bonheur et le bien-être au centre plutôt que la croissance économique. Et Thay m'a beaucoup encouragé à faire cela, et il avait aussi dit qu'il était prêt à venir enseigner au Bhoutan. J'en avais parlé au Premier ministre du Bhoutan, Jigme Tenle, qui admirait beaucoup Thay et qui a dit si Thay vient, il faut que ce soit une visite d'État. Et j'avais aussi eu l'occasion d'en parler avec le roi, le 5e roi du Bhoutan, à qui j'ai offert un livre de Thay, L'art du pouvoir, que Thay avait dédicacé pour le roi. Et le roi m'a dit à quel point il admirait Thay et qu'il avait non seulement lu sur les traces de Siddhartha, mais qu'il en avait appris certains passages par cœur. C'est pour dire l'impact que Thay a eu dans le monde entier, on le sait, mais c'était un exemple de plus. Finalement, la visite de Thay n'a pas pu se faire, vu qu'après son état de santé ne l'a pas permis. Néanmoins, le bonheur national brut, dans tous ses programmes, a été fortement influencé par l'enseignement de Thay, et nous avons toujours la pleine conscience au centre de nos programmes. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir mettre en place des projets éducatifs dans les écoles d'État au Vietnam. Nous avons commencé par Hue, un projet qui s'appelle Happy Schools, qui a été inspiré par la grande retraite que Thay avait fait à Bangkok, avec plus de 1000 enseignants sous le titre Happy Teachers Can Change the World, qui a servi en grande partie de base pour le livre que vous connaissez certainement, Être prof heureux peut changer le monde. Et nous avons eu la chance de pouvoir appliquer cela dans les écoles à Hue. Et il y a actuellement un très grand intérêt au Vietnam pour ça, jusqu'au niveau du ministère de l'Éducation. Donc, le rayonnement de Thay aussi dans les écoles continue. J'ai eu la chance d'être à Hue quand Thay est revenu pour sa dernière étape, quand il est venu s'installer à nouveau à Tehieu, au Temple Racine. Nous étions justement en train de donner un cours pour les enseignements de Happy School, les enseignants de Happy School, et nous avions entendu dire que peut-être que Thay allait arriver, on ne savait pas exactement quand. Et à la pause de midi, on s'est dit, allons voir si par hasard il arrive. Et effectivement, au moment où nous sommes arrivés devant le grand portail de Tehieu, Thay est arrivé avec ses attendants, et donc nous avons eu le bonheur de pouvoir l'accueillir lorsqu'il est rentré à la maison. Et nous avons eu la chance de pouvoir lui rendre visite quelques fois quand sa santé le permettait, comme nous étions beaucoup à Hue. Et je me souviens de la toute dernière visite que je lui ai faite. Sir Ding Niem m'avait permis de venir, mais Thay était en train de manger, donc je ne voulais pas le déranger, je suis resté un peu en retrait. Et quand il m'a vu, il a plongé sa cuillère dans son bol, il mangeait avec la main gauche, hein, vu que sa main droite était paralysée, et il m'a tendu sa cuillère comme s'il voulait me nourrir. Et ça m'a tellement touché, et je me suis dit, ça c'est exactement ce que Thay a fait toute sa vie. Il a nourri tous les gens qui étaient autour de lui, sur tous les plans. Et donc en tant que disciple de Thay, essayons de nourrir non seulement matériellement, mais aussi, quand c'est nécessaire physiquement, mais aussi émotionnellement, spirituellement, ceux qui ont faim, qui ont soif. Je vais raconter que lors de du premier enseignement que j'ai entendu, Thay avait parlé d'Avalokitesvara, qui avait 1000 bras avec un œil dans chaque main. Et à l'époque, les
bras de Thaï étaient essentiellement les bras de Sir Chong Kong. Et dans la très belle vidéo qui s'appelle Peace is Every Step, Sir Chong Kong, en parlant du début du travail social, dit Thaï était la tête et moi j'étais les bras ou les mains. Et ça a continué pendant toutes ces années, mais fort heureusement maintenant Thaï a encore plus de mains. Déjà, Sir Chong Kong avait au moins 1000 bras, mais maintenant, avec tous les monastiques, moniales et moines, l'ordre de l'interêtre et tous les pratiquants à travers le monde, Thaï a des dizaines, des centaines de milliers de bras pour soulager la souffrance du monde. Et depuis qu'il a changé de forme et quitté ce corps physique, il y a environ une semaine, je sens sa présence plus forte que jamais. Et c'est quelque chose d'extraordinaire comment la semaine qui vient de s'écouler a été comme un grand enseignement sur à la fois la réalité de la vieillesse, de la maladie et de la mort, et en même temps sur la réalité de la non-naissance et de la non-mort. Et Thaï est plus présent que jamais, et nous avons la chance de pouvoir continuer ce qu'il nous a appris, et nous en sommes profondément, profondément reconnaissants.